Il existe, quelque part dans l'immensité glacée du vide interstellaire, un miroir d'or qui flotte en silence. 18 segments hexagonaux de beryllium, recouverts d'une pellicule d'or plus fine qu'un cheveu humain, assemblés pour former la plus grande surface réfléchissante jamais envoyée au-delà de l'atmosphère terrestre. Ce miroir ne regarde pas devant lui. Il regarde en arrière. En arrière, dans le temps, à travers des milliards d'années-lumière de vide, de poussière, de gaz et de lumière mourante jusqu'aux toutes premières lueurs d'un cosmos naissant. Et ce qu'il a trouvé là-bas, dans cette obscurité primitive, a fait vaciller les certitudes de toute une génération de physiciens. Car la lumière qui a frappé ce miroir n'a pas raconté l'histoire que les scientifiques attendaient. Elle a raconté une histoire différente, plus étrange, plus ancienne dans ses implications et profondément dérangeante dans ce qu'elle suggère sur la nature même de la réalité. Tout a commencé par des points. De minuscules points rouges dispersés à travers les premières images en champ profond, comme des gouttes de sang sur une toile noire. Personne ne savait ce qu'ils étaient. Personne n'avait prédit leur existence. Et lorsque les astronomes ont finalement compris leur nature, la réponse a ouvert une faille dans les fondations mêmes de la physique moderne. Mais avant d'aller plus loin, avant de plonger dans cette faille et d'explorer ce qui se cache en dessous, il faut comprendre ce qui se trouvait au-dessus. Il faut comprendre le monde que ces découvertes ont ébranlé. Car pendant près de 30 ans, les cosmologistes vivaient dans une époque qu'ils avaient eux-mêmes baptisée l'ère de la cosmologie de précision. Une époque où les grandes questions semblaient résolues, où les chiffres s'alignaient avec une élégance presque suspecte, où chaque nouvelle observation confirmait ce que les modèles avaient prédit. L'univers avait un âge, 13,8 milliards d'années. Il avait une composition, 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire, 68% d'énergie sombre. Il avait une histoire, une expansion fulgurante depuis un point initial de densité infinie, suivie d'un refroidissement progressif, de la formation des premiers atomes, puis des premières étoiles, puis des premières galaxies, chacune se construisant lentement, méthodiquement, par fusion et accumulation gravitationnelle au fil des milliards d'années. Ce modèle portait un nom, lambda CDM. Lambda pour la constante cosmologique, ce terme mathématique représentant l'énergie sombre. CDM pour Cold Dark Matter, la matière noire froide, cette substance invisible qui fournit l'échafaudage gravitationnel sur lequel les galaxies se construisent. Et lambda, CDM, fonctionnait. Il fonctionnait remarquablement bien. Il prédisait le motif exact des fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique, cette lueur fossile datant de 380 000 ans après le Big Bang. Il prédisait la distribution à grande échelle des galaxies dans le cosmos. Il prédisait les abondances relatives de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium produits dans les premières minutes de l'existence. Observation après observation, mesure après mesure, le modèle tenait. Les scientifiques avaient l'impression d'avoir trouvé la partition musicale de l'univers et de savoir la lire. Si cette exploration de l'univers vous captive, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, cela compte énormément pour nous. Puis le télescope spatial James Webb a ouvert ses yeux dorés et la partition a commencé à se désaccorder. Les premières images scientifiques sont arrivées durant l'été 2022, quelques semaines seulement après la mise en service de l'instrument. Les astronomes du monde entier se sont penchés sur ces clichés avec l'avidité de cartographes découvrant un nouveau continent. Ce qu'ils cherchaient, c'étaient les prémices, les fondations, les balbutiements de la construction cosmique, des galaxies embryonnaires, des amas de gaz informes, des lueurs timides dans l'obscurité primordiale. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans voix. Éparpillés dans pratiquement chaque image en champ profond, se trouvaient ces fameux points rouges. Compacts, lumineux, d'un rouge intense, ils apparaissaient dans des scènes montrant l'univers tel qu'il existait durant ces 2 premiers milliards d'années. Puis, de manière tout aussi inexplicable,
ils disparaissaient des observations correspondant aux époques ultérieures, comme si quelque chose avait existé brièvement dans la jeunesse du cosmos, puis s'était évanoui. Les astronomes leur ont donné un surnom, les petits points rouges. Le nom était informel, presque ludique, le genre de raccourci que les chercheurs utilisent quand ils ne comprennent pas encore à quoi ils ont affaire. Mais la légèreté n'a pas duré. Car au fur et à mesure que les données s'accumulaient, ces objets refusaient obstinément d'entrer dans quelque catégorie existante que ce soit. En 2025, 341 d'entre eux avaient été catalogués et la communauté scientifique était profondément divisée sur leur nature. Les premières hypothèses étaient raisonnables. Peut-être s'agissait-il de galaxies compactes, rendues brillantes par des essaims d'étoiles nouveau-nées. Peut-être étaient-ce des noyaux actifs de galaxies, ces cœurs incandescents alimentés par des trous noirs supermassifs, dévorant gaz et poussière à des rythmes effrénés. Les deux explications posaient le problème. Si ces objets étaient des galaxies remplies de jeunes étoiles, ils paraissaient beaucoup trop massifs et trop matures pour l'époque qu'ils habitaient. L'univers n'avait tout simplement pas existé assez longtemps pour construire ce que ces objets semblaient être. Et s'il s'agissait de moteurs alimentés par des trous noirs, il leur manquait les signatures que tout noyau actif de galaxies connues affiche normalement. Pas de rayons X, pas d'ondes radio. Ces cartes de visite caractéristiques des trous noirs en phase d'accrétion étaient absentes. Les petits points rouges semblaient trop massifs pour être des galaxies en formation d'étoiles et trop silencieux pour être des trous noirs. Ils étaient autre chose. Quelque chose que personne n'avait prévu. Imaginez un paléontologue qui, en fouillant un site datant du Crétacé, découvre non pas des os de dinosaures, mais un squelette qui ne correspond à aucune espèce connue, à aucun embranchement du vivant jamais décrit. Les proportions sont impossibles. La structure osseuse défie la logique anatomique. Et pourtant, l'objet est là, indéniablement réel, indéniablement ancien. C'est exactement la sensation qu'ont éprouvée les astronomes face aux petits points rouges. Un objet authentique qui ne correspondait à rien dans leur encyclopédie cosmique. Le mystère s'est approfondi avec chaque nouvelle observation. Des équipes de recherche à travers le monde ont proposé des modèles concurrents. Les débats se sont joués dans les articles de revues scientifiques et lors de conférences. Certains chercheurs se demandaient si le cadre entier de compréhension de l'univers primitif devait être reconsidéré. Puis, en janvier 2026, une étude publiée dans la revue Nature par une équipe du Centre de l'aube cosmique de l'Université de Copenhague a ouvert une brèche décisive dans le mystère. L'équipe avait obtenu les spectres de la plus haute qualité jamais enregistrés pour une douzaine de petits points rouges en utilisant le spectrographe infrarouge proche du télescope James Webb. Et lorsqu'ils ont analysé la lumière de ces objets dans un détail sans précédent, ils ont trouvé quelque chose de remarquable. Les raies spectrales étaient élargies, mais pas par la vitesse. Pas par l'effet Doppler du gaz tourbillonnant autour d'un trou noir à une vitesse vertigineuse, ce que les astronomes auraient normalement attendu. L'élargissement était causé par la diffusion électronique. La lumière était diffusée par un cocon extraordinairement dense de gaz ionisé entourant chaque objet. Cette découverte était transformatrice. Les petits points rouges étaient bel et bien des trous noirs supermassifs. Mais c'étaient des trous noirs jeunes, bien moins massifs que quiconque ne l'avait estimé. Les calculs précédents, basés sur l'hypothèse que l'élargissement spectral était causé par la vitesse, avaient dit placer ces trous noirs à environ 1 milliard de masses solaires. La nouvelle analyse révélait que leur masse réelle était 100 fois plus faible, entre 100 000 et 10 millions de masses solaires. Toujours énorme selon les standards quotidiens, mais radicalement plus petit que les estimations antérieures ne le suggéraient. Le cocon de gaz ionisé dense entourant chaque trou noir était la clé. C'était ce cocon qui donnait aux petits points rouges leur couleur rouge distinctive. Le trou noir au centre consumait du gaz,
générant une chaleur énorme. Cette chaleur rayonnait vers l'extérieur à travers le cocon, et le cocon filtrait et rougissait la lumière, comme un vitrail cosmique transformant une flamme blanche en une lueur rubis. Un astrophysicien du Massachusetts Institute of Technology a proposé de les appeler des étoiles à trous noirs. Lui et une collègue du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian ont avancé qu'il s'agissait de gigantesques boules lumineuses de gaz, alimentées non pas par la fusion nucléaire comme les étoiles normales fonctionnent, mais par un trou noir supermassif siégeant en leur centre, irradiant de l'énergie à travers le cocon environnant. Pas tout à fait une étoile, pas tout à fait un trou noir, mais un peu des deux. Une nouvelle classe d'objets cosmiques, quelque chose que nul modèle théorique n'avait jamais prédit. C'est, de loin, la chose la plus excitante qui soit sortie du télescope James Webb, a déclaré ce chercheur. Il est très rare en astronomie de tomber sur une classe d'objets entièrement nouvelle, et je suis assez convaincu que c'est le cas ici. Si vous commencez à les considérer comme essentiellement une énorme étoile ayant un trou noir en son centre, les choses commencent à se mettre en place. Les rayons X manquants, l'émission radio absente, les caractéristiques spectrales étranges. Tout cela prend sens si vous cessez d'essayer de forcer ces objets dans des catégories existantes et acceptez qu'ils sont quelque chose de véritablement nouveau. Mais les implications vont bien au-delà de la reclassification d'un ensemble de points mystérieux. Si les petits points rouges sont des trous noirs supermassifs enveloppés dans des cocons, ils représentent une population cachée de trous noirs en croissance que les relevés précédents avaient entièrement manqué. Ils ne sont visibles qu'aux longueurs d'onde infrarouges moyennes, précisément les longueurs d'onde pour lesquelles le télescope James Webb a été conçu. Chaque relevé antérieur de l'univers primitif était aveugle à leur présence. Notre recensement du cosmos durant ces 2 premiers demi-milliards d'années était systématiquement incomplet. Nous ne voyions pas l'image complète. Nous n'en étions même pas proches. Et cette révélation en entraînait une autre, plus profonde encore. Le modèle standard de formation des galaxies raconte une histoire très spécifique. Les galaxies se forment d'abord. Les nuages de gaz s'effondrent sous l'effet de la gravité, les étoiles s'allument. Avec le temps, la galaxie grandit et à un moment donné, un trou noir se forme en son centre et grossit en même temps qu'elle. Le trou noir est un produit dérivé, un sous-produit de l'évolution galactique. Mais les petits points rouges suggèrent que l'inverse pourrait être vrai. Dans de nombreux cas, le trou noir serait arrivé en premier. La galaxie se serait construite autour de lui. L'histoire entière de la formation pourrait devoir être inversée. Pensez à ce que cela signifie. Pendant des décennies, nous avons imaginé les galaxies comme des villes qui grandissent organiquement, avec les trous noirs comme des centres commerciaux qui apparaissent une fois que la ville a atteint une certaine taille. La réalité pourrait ressembler davantage à un puits creusé dans le désert autour duquel une oasis se développe, puis un village, puis une cité. Le puits, le trou noir, serait le point d'origine et non la conséquence. Une étude distincte publiée en février 2026 a renforcé cette image sous un angle différent. En utilisant des simulations d'hydrodynamique radiative, une équipe a montré que les petits points rouges sont mieux expliqués comme des trous noirs à effondrement direct. Ce sont des objets qui se forment quand un nuage de gaz massif dans l'univers primitif contourne entièrement l'étape de formation stellaire et s'effondre directement en un trou noir. Les simulations reproduisent les caractéristiques spécifiques des petits points rouges. Leur faible émission de rayons X, la présence de certaines raies métalliques, l'absence de caractéristiques de formation stellaire, leur abondance, leur nature compacte et leur évolution au cours du temps cosmique. Toutes les propriétés déroutantes trouvent leur explication au sein d'un cadre unique et autocohérent, sans nécessité d'hypothèses ad hoc, qu'on les décrive comme des étoiles à trous noirs ou des trous noirs à effondrement direct. La conclusion est lissée la même.
L'univers primitif construisait des trous noirs supermassifs plus rapidement et plus efficacement que quiconque ne l'avait imaginé. Et il le faisait par des mécanismes que nos modèles n'avaient pas pris en compte. Mais les petits points rouges n'étaient que le dernier choc en date. Les toutes premières images retournées par le télescope, avant même que quiconque ne sache ce qu'était un petit point rouge, avaient déjà envoyé des ondes sismiques à travers la communauté des physiciens. Car dispersées dans ces images se trouvaient des galaxies qui n'avaient aucun droit d'exister. Le 12 juillet 2022, cette date restera peut-être dans l'histoire des sciences comme le jour où l'univers a cessé de coopérer. C'est ce jour-là que la première image en champ profond du télescope James Webb a été dévoilée au monde. L'image montrait une minuscule parcelle de ciel, une région pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Mais dans ce grain de sable se trouvaient des milliers de galaxies, des amas de galaxies, des arcs de lumière courbés par la gravité entraînée chatoyante, une fenêtre sur le passé profond du cosmos, remontant à plus de 13 milliards d'années. Les scientifiques s'attendèrent à voir l'équivalent d'un chantier de construction. L'univers primitif devait être chaotique, désordonné, à moitié bâti. Les galaxies naissantes devaient apparaître comme de vagues taches de lumière, des amas irréguliers de gaz et de jeunes étoiles luttant pour prendre forme. Au lieu de cela, ce que le télescope a révélé était un produit fini. Des galaxies énormes, structurées, brillantes. Des galaxies avec des bras spiraux. Des galaxies avec des disques ordonnés. Des galaxies qui, par toute mesure, apparaissaient matures, pleinement formées et anciennes dans leur sophistication. Sauf qu'elles n'étaient pas anciennes. Elles étaient jeunes, impossiblement jeunes. Elles existaient quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Imaginez que vous appuyez sur lecture d'un time-lapse montrant la construction d'un gratte-ciel. Vous vous attendez à voir les fondations couler, la charpente métallique s'élever étage par étage, le processus lent et délibéré de la construction. Au lieu de cela, la toute première image de la vidéo montre le 50e étage déjà achevé. La grue est déjà sur le toit. Les lumières sont déjà allumées. Les locataires ont déjà emménagé. C'est ce que le télescope James Webb a trouvé. Le gratte-ciel était déjà là avant que la construction n'ait censément commencé. Un astronome a décrit l'expérience comme le fait d'ouvrir une porte en s'attendant à trouver une petite pièce et de découvrir un continent de l'autre côté. L'échelle de la surprise n'était pas incrémentale. Ce n'était pas une question d'ajuster quelques paramètres. C'était un décalage fondamental entre ce que chaque modèle avait prédit et ce que le télescope avait réellement observé. En janvier 2026, la situation s'est encore intensifiée. Une équipe du Massachusetts Institute of Technology a confirmé la galaxie la plus lointaine jamais observée. Sa lumière a voyagé à travers l'espace en expansion pendant environ 5 des 13,8 milliards d'années d'existence estimées de l'univers. Nous la voyons telle qu'elle apparaissait seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. 280 millions d'années. En termes cosmiques, c'est rien. L'univers était un nourrisson. Et pourtant, cette galaxie est brillante, compacte, chimiquement enrichie. Elle contient de l'azote en quantité qui ne devrait pas être possible si tôt après le commencement. L'azote est produit à l'intérieur d'étoiles massives et libéré lorsque ces étoiles terminent leur vie. Pour que l'azote apparaisse à ces niveaux, plusieurs générations d'étoiles ont dû se former, brûler tout leur combustible et disperser leurs éléments transformés dans le gaz environnant. Le tout en 280 millions d'années. Les modèles standards disaient que cela ne pouvait pas arriver aussi vite. Plus remarquable encore, cette galaxie semble avoir nettoyé ses environs immédiats du gaz d'hydrogène primordial. L'univers primitif était rempli d'un épais brouillard d'hydrogène neutre, le vestige des conditions initiales. Pour que le brouillard se dissipe autour d'une galaxie, celle-ci doit produire suffisamment de rayonnement ultraviolet pour ioniser l'hydrogène, le décomposer atome par atome.
Ce processus, appelé rayonisation, était censé se produire graduellement sur des centaines de millions d'années. Cette galaxie semble l'avoir fait dans son propre voisinage à une époque où pratiquement chaque modèle prédisait que l'univers devait être entièrement neutre. Elle perçait des trous dans le brouillard avant que quiconque ne pense que c'était possible. Et cette galaxie n'est pas un cas isolé. Le relevé qu'il a découverte a montré que les galaxies brillantes à ces distances extrêmes sont environ 100 fois plus abondantes que ne le prédisaient les modèles de consensus avant le lancement du télescope. Pas 10% de plus. Pas le double. 100 fois plus. Un gouffre béant s'ouvre entre la théorie et l'observation concernant l'univers primitif, et il se creuse à chaque nouveau jeu de données. Mais les galaxies impossibles ne se limitent pas aux plus lointaines. À des distances un peu moins extrêmes, toujours profondément enfouies dans l'univers primitif, le télescope James Webb a trouvé quelque chose d'encore plus perturbant à certains égards. Des galaxies mortes. Des galaxies qui avaient déjà cessé de former des étoiles. L'un des exemples les plus frappants est une galaxie qui a formé la grande majorité de ses étoiles durant les 800 premiers millions d'années après le Big Bang. Elle s'est construite rapidement, agressivement, consumant du gaz et allumant des étoiles à un rythme furieux. Et puis, elle s'est arrêtée. Complètement. À l'époque où l'univers avait 1,8 milliard d'années, cette galaxie était déjà devenue tissanue silencieuse. Sa formation stellaire avait cessé. Elle avait vécu toute sa vie productive et s'était éteinte avant que la plupart des galaxies de l'univers n'aient même commencé à se former. Imaginez un quartier en construction. Les fondations sont coulées, les charpentes s'élèvent. Il faudra des années avant que quiconque n'emménage. Et au milieu de ce chantier se dresse une maison qui est non seulement terminée mais abandonnée. Le propriétaire a emménagé, vécu une vie entière et mort de vieillesse, et la maison reste vide. Tout cela avant que les voisins n'aient fini de couler leurs fondations. C'est ce qu'est cette galaxie. Elle a vécu et est morte à une époque où l'univers lui-même commençait à peine. La masse stellaire totale observée dans l'univers primitif, la masse combinée des étoiles dans les galaxies vues à ces distances considérables, apparaît environ 10 fois plus élevée que ce que les simulations informatiques produisent lorsqu'elles modélisent la formation des galaxies en utilisant les règles standards. 10 fois. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Ce n'est pas un problème de calibration qui peut être résolu en ajustant quelques paramètres. C'est un problème structurel. Les simulations sont construites sur le modèle le plus réussi de l'histoire de la cosmologie. Elles incorporent tout ce que nous pensons savoir sur la gravité, la matière noire, l'énergie sombre et la physique du gaz et des étoiles. Et elles produisent des réponses qui se trompent d'un ordre de grandeur. Chaque galaxie que le télescope James Webb a trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, était une fissure de plus dans les fondations. Mais ces fissures ne se formaient pas dans le vide, elles se formaient dans quelque chose de spécifique. Un modèle qui avait fonctionné avec une précision à couper le souffle pendant des décennies. Un modèle si réussi que les scientifiques avaient déclaré une ère de cosmologie de précision. La phase triomphante où les grandes questions étaient résolues et seuls les détails restaient à peaufiner. Pour comprendre pourquoi les découvertes du télescope sont si dérangeantes, il faut remonter le fil de cette histoire et comprendre la splendeur de ce qui a précédé. Il faut comprendre Lambda CDM, non pas comme une abstraction, mais comme une cathédrale intellectuelle construite pierre par pierre pendant un siècle, vérifiée par des dizaines de milliers de mesures indépendantes, couronnée par des prix Nobel, et admirée par pratiquement chaque physicien, vivant comme l'un des plus grands accomplissements de l'esprit humain. L'histoire que raconte Lambda CDM est d'une élégance saisissante. Il y a 13,8 milliards d'années, tout ce qui existe était concentré en un seul point d'une densité et d'une température inimaginables. Pas une explosion dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même. Dans les premières fractions de seconde,
l'univers a enflé plus vite que la vitesse de la lumière. En quelques minutes, les premiers noyaux atomiques se sont formés, hydrogène, hélium, traces de lithium. Pendant les 385 000 années suivantes, l'univers était un brouillard incandescent, un plasma de particules chargées si dense que la lumière ne pouvait le traverser. Les photons rebondissaient sans fin sur les électrons libres, piégés dans une brume cosmique opaque. Puis l'univers a suffisamment refroidi pour que les électrons se lient au noyau, formant des atomes neutres. Le brouillard s'est dissipé, la lumière a été libérée. Cette lumière voyage depuis lors, étirée par l'expansion de l'espace, de ses fréquences visibles originales jusqu'au domaine des micro-ondes. Nous l'appelons le fond diffus cosmologique. C'est la plus ancienne lumière de l'univers. Une photographie de naissance du cosmos, prise quand il avait 380 000 ans, et c'est l'une des choses les plus précisément mesurées dans toute la science. Après que le brouillard s'est dissipé, il y eut l'obscurité. Les âges sombres cosmiques. Pas d'étoiles, pas de galaxies, juste de vastes nuages d'hydrogène et d'hélium dérivant à travers un vide en expansion. Sur des centaines de millions d'années, la gravité a lentement rassemblé ces nuages. Les régions les plus denses ont attiré davantage de gaz. Le gaz s'est comprimé, les températures ont augmenté, et finalement, dans des poches dispersées à travers le vide, les premières étoiles se sont allumées. Faibles, massives, éphémères. Elles ont brûlé leur combustible et dispersé des éléments lourds dans le gaz environnant. Quand elles sont mortes, ces éléments, carbone, oxygène, silicium, fer, sont devenus les briques de construction pour la génération suivante d'étoiles qui se sont formées à l'intérieur des premières galaxies primitives. Ces galaxies ont grandi par fusion. Les petites galaxies sont entrées en collision et se sont combinées en de plus grandes. Sur des milliards d'années, les fusions ont produit les grandes spirales, les géantes elliptiques, les structures complexes que nous voyons aujourd'hui. Le mot-clé dans cette histoire est lentement. Lambda CDM prédit un univers qui se construit graduellement, méthodiquement, du petit au grand, du simple au complexe, à travers des milliards d'années d'accumulation gravitationnelle patiente. Et pendant des décennies, ce modèle était intouchable. Ces prédictions correspondaient aux observations avec un degré de précision presque inquiétant. Le fond de diffus cosmologique montrait de minuscules fluctuations de température, des points chauds et des points froids différents de millionièmes de degré. Lambda CDM prédisait le motif précis de ces fluctuations avant que les mesures les plus détaillées ne soient effectuées. Quand le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a cartographié le fond diffus cosmologique avec une précision sans précédent, la correspondance avec Lambda CDM était extraordinaire. Le modèle prédisait également la structure à grande échelle du cosmos, la toile cosmique, un vaste réseau de filaments connectant les amas de galaxies avec d'énormes vides entre eux. Les simulations sur superordinateur, exécutant les équations de Lambda CDM, produisaient des toiles cosmiques qui correspondaient à ce que les relevés de millions de galaxies révélaient. La distribution des galaxies à travers le ciel, la taille des vides, la densité des amas, tout correspondait. Le télescope James Webb devait être le couronnement de cette ère. Il a été conçu pour regarder en arrière jusqu'aux toutes premières galaxies et les observer en train de se former, surprenant l'univers en flagrant délit de construction. Il devait nous montrer les débuts chaotiques, graduels, à petite échelle, que Lambda CDM prédisait. Au lieu de cela, il a trouvé le produit fini déjà en place. Depuis des décennies, nous avons ce modèle standard de la cosmologie qui est vraiment impressionnant, a déclaré un chercheur post-doctoral de l'Université de Durham. Alors que nos données deviennent de plus en plus précises, nous trouvons des fissures potentielles dans le modèle et réalisons que nous avons peut-être besoin de quelque chose de nouveau pour expliquer tous les résultats ensemble. Quelque chose de nouveau. Cette phrase
porte un poids énorme. Car lambda CDM n'est pas juste un modèle, c'est la fondation sur laquelle repose l'ensemble de la compréhension moderne de la cosmologie. L'âge de l'univers, la taille de l'univers observable, le destin de tout ce qui s'y trouve, tout cela est calculé en utilisant lambda CDM. Si le modèle est faux, les réponses qu'il donne pourraient l'être aussi. Et il y a un nombre spécifique au cœur de ce modèle qui gouverne toutes ces réponses. Un nombre si fondamental que le déterminer correctement fixe l'échelle de tout ce que nous savons sur le cosmos. Deux groupes de scientifiques mesurent ce nombre depuis des décennies en utilisant deux méthodes complètement différentes. Ils obtiennent systématiquement deux réponses différentes. Et le télescope James Webb vient de confirmer que les deux semblent être corrects. Ce nombre s'appelle la constante de Hubble. Et pour comprendre pourquoi elle provoque une crise, il faut remonter à 1929, quand un astronome, assis dans son bureau de l'observatoire du mont Wilson en Californie, a regardé des données qui allaient changer à jamais la compréhension que l'humanité avait de sa place dans le cosmos. Edwin Hubble mesurait des galaxies lointaines. Spécifiquement, il mesurait deux choses à leur sujet: à quelle distance elles se trouvaient et à quelle vitesse elles se déplaçaient. Et les données racontaient une histoire sans équivoque. Chaque galaxie qu'il observait s'éloignait de nous. Et plus une galaxie était éloignée, plus elle s'éloignait rapidement. L'univers était en expansion. Pas les galaxies elles-mêmes volant à travers l'espace comme des éclats d'obus, mais l'espace lui-même s'étirant, le tissu du cosmos grandissant, emportant les galaxies avec lui. Hubble a quantifié cette expansion avec un seul nombre: le taux auquel l'univers grandit. À quelle vitesse une galaxie à une distance donnée s'éloigne de nous en raison de l'étirement de l'espace. Ce nombre est devenu la constante de Hubble, mesurée en kilomètres par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec représente 3,26 millions d'années-lumière. La constante de Hubble vous dit que pour chaque mégaparsec de distance, les galaxies reculent d'un certain nombre de kilomètres par seconde. Ce nombre compte plus que presque toute autre mesure dans l'ensemble de la physique. Déterminez-le correctement et vous pouvez calculer l'âge de l'univers, la taille de l'univers observable, le budget énergétique total du cosmos et le destin ultime de tout ce qui s'y trouve. Déterminez-le incorrectement et tous ces calculs basculent. Il existe deux façons fondamentalement différentes de mesurer la constante de Hubble, et c'est précisément là que le problème se situe. La première méthode regarde l'univers proche. Les astronomes identifient des objets dont la luminosité intrinsèque est connue, certains types d'étoiles variables pulsantes appelées céphéides, la pointe de la branche des géantes rouges, un stade spécifique de l'évolution stellaire, ou encore les supernovae de type 1A, des étoiles explosives avec une luminosité caractéristique. En comparant à quel point ces objets apparaissent brillants par rapport à leur luminosité réelle, les astronomes calculent leur distance. Combinez ces distances avec les mesures de la vitesse à laquelle les galaxies hébergeant ces objets s'éloignent, et vous obtenez la constante de Hubble. Cette méthode, appelée l'échelle des distances, donne une valeur d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. L'équipe qui a poussé cette mesure à sa plus haute précision a confirmé cette valeur avec une confiance extraordinaire en utilisant des données du télescope Hubble et du télescope James Webb. La seconde méthode ne regarde pas du tout l'univers proche. Elle regarde la plus ancienne lumière de l'existence, le fond diffus cosmologique, et en extrait une image détaillée de l'univers tel qu'il était à seulement 380 000 ans. En utilisant le modèle lambda CDM, les cosmologistes projettent ensuite vers l'avant à partir de ces conditions initiales, à travers 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique pour prédire ce que le taux d'expansion devrait être aujourd'hui. Le satellite Planck a effectué cette mesure avec une précision stupéfiante. La valeur qu'il donne est d'environ 67,4
4 km par seconde par mégaparsec. 73 contre 67,4. L'écart est d'environ 9%. Dans la vie quotidienne, 9%, ce n'est rien. En physique fondamentale, 9% est un gouffre. Ce sont deux des mesures les plus soigneusement conduites de l'histoire des sciences. Elles ont été vérifiées, revérifiées, scrutées à la recherche d'erreurs, répétées avec différents instruments et soumises à toutes les formes d'analyse que la communauté scientifique peut concevoir. Et elles refusent de s'accorder. Ce désaccord est appelé la tension de Hubble. Et en 2025, un astrophysicien de l'université Duke a déclaré que la tension de Hubble était devenue une crise de Hubble. Le télescope James Webb devait aider à résoudre ce problème. En 2024 et 2025, les mêmes étoiles céphéides variables que le télescope Hubble avait mesurées ont été observées avec la résolution supérieure du James Webb. La préoccupation avait toujours été que les instruments plus anciens du Hubble pouvaient brouiller la lumière stellaire, introduisant des erreurs par un phénomène appelé confusion, où les étoiles proches se fondent et rendent les mesures individuelles moins fiables. La vision plus nette du James Webb devait soit confirmer, soit corriger les mesures des céphéides. Elle les a confirmées. La valeur locale de la constante de Hubble est restée fermement à environ 73. La préoccupation liée à la confusion a été écartée avec une haute confiance statistique. La mesure était robuste. Puis une mesure complètement indépendante est arrivée. En utilisant une technique appelée cosmographie par délai temporel, une collaboration a mesuré l'expansion de l'univers d'une manière entièrement différente. Quand la lumière d'un quasar lointain passe près d'une galaxie massive, la gravité la courbe, créant des images multiples du même quasar. Parce que la lumière de chaque image parcourt un trajet légèrement différent, les images scintillent à des moments légèrement différents. En mesurant ces délais temporels avec une précision exquise, les astronomes peuvent calculer le taux d'expansion sans s'appuyer sur aucune des méthodes traditionnelles. Le résultat, basé sur 8 systèmes de lentilles gravitationnelles, est arrivé à environ 71,6 km par seconde par mégaparsec, plus proche des mesures locales que de la valeur du fond diffus cosmologique. La tension persiste. Plusieurs méthodes indépendantes mesurant l'univers proche donnent systématiquement des valeurs plus élevées que la prédiction dérivée de l'univers primitif. La signification statistique du désaccord atteint 5 sigma, le seuil de référence en physique, ce qui signifie que la probabilité que cette divergence soit un hasard aléatoire est d'environ 1 sur 3,5 millions. Si les deux mesures-ci sont correctes, et les preuves suggèrent de plus en plus qu'elles le sont, alors soit notre modèle de l'univers primitif est faux, soit notre compréhension de la façon dont l'univers a évolué depuis lors est fausse. Il n'y a pas de terrain confortable entre les deux. C'est comme si deux horloges parfaitement calibrées, l'une mécanique et l'autre atomique, vous donnaient systématiquement 2 heures différentes. Pas parce que l'une est cassée, mais parce que le temps lui-même se comporte différemment de ce que vous pensiez. Certains théoriciens ont proposé l'énergie sombre précoce, une brève explosion d'énergie sombre supplémentaire dans l'univers naissant qui aurait modifié le taux d'expansion avant la formation du fond diffus cosmologique. D'autres pointent vers une nouvelle physique des neutrinos ou des interactions exotiques dans le secteur sombre. Quelle que soit la réponse, une chose est claire. Le nombre le plus précisément mesuré de la cosmologie donne 2 réponses incompatibles. Et la chose qui maintient chaque galaxie ensemble, l'échafaudage invisible sur lequel l'ensemble de la structure de l'univers est construit, est maintenant elle aussi sous le microscope. Car il y a quelque chose qui maintient l'univers ensemble et que nous ne pouvons pas voir. Nous ne pouvons pas le toucher. Nous ne pouvons pas le photographier. Aucun instrument n'a jamais détecté directement une seule particule de cette substance. Et pourtant, sans elle, rien de ce que nous observons n'a de sens. Pas la rotation des galaxies, pas la courbure de la lumière autour des objets massifs,
pas la toile de structures cosmiques s'étendant à travers des milliards d'années-lumière, pas même l'existence des galaxies, où se forment étoiles et planètes. Sans cette substance invisible, l'univers tel que nous le connaissons volerait en éclats. Nous l'appelons matière noire. Le nom est trompeur. Elle n'est pas sombre de la façon dont une ombre est sombre. Elle n'absorbe pas la lumière et ne la bloque pas. Elle est sombre parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière du tout. Elle traverse la matière ordinaire comme si celle-ci n'existait pas. Elle ne produit aucun rayonnement électromagnétique d'aucune sorte, ni ondes radio, ni infrarouges, ni lumière visible, ni rayons X, ni rayons gamma, rien. Elle est totalement transparente à chaque forme de détection jamais conçue. Et pourtant, elle représente environ 27% du contenu énergétique total de l'univers. Plus de 5 fois la quantité de matière ordinaire, ces protons, neutrons et électrons qui composent tout ce que nous pouvons voir et toucher. Les preuves de l'existence de la matière noire sont accablantes et proviennent de multiples lignes d'observation indépendantes. Le premier indice est apparu dans les années 1930, quand un astronome a mesuré les vitesses des galaxies au sein d'un amas. Les galaxies se déplaçaient trop vite. Quelque chose d'invisible les maintenait ensemble. Les preuves se sont aiguisées dramatiquement dans les années 1970, quand des mesures des vitesses de rotation des étoiles dans les galaxies spirales ont révélé que les étoiles au bord extérieur orbitaient aussi vite que celles près du centre. Cela n'avait aucun sens si les étoiles et le gaz visible étaient la seule source de gravité. La seule explication qui convenait était un halo massif de matière invisible entourant chaque galaxie, s'étendant bien au-delà du disque visible, fournissant une attraction gravitationnelle supplémentaire. Puis vint la lentille gravitationnelle, la cartographie du fond diffus cosmologique, les simulations cosmologiques à grande échelle, chacune ajoutant une nouvelle pierre à l'édifice de preuve. La matière noire existe, mais nous ne savons pas ce qu'elle est, malgré des décennies d'expérience utilisant des détecteurs souterrains protégés des rayons cosmiques, des accélérateurs de particules fracassant des protons à des vitesses proches de celles de la lumière, et des observatoires satellites scrutant le ciel à la recherche de signes d'annihilation de matière noire, pas une seule particule de matière noire n'a été directement détectée. Ce que nous savons, c'est comment elle façonne l'univers. La matière noire forme l'échafaudage sur lequel tout ce qui est visible est construit. Dans le modèle standard, les halos de matière noire se forment en premier. Dans l'univers primitif, de légères fluctuations dans la densité de la matière noire, ensemencées par des variations quantiques dans les premiers instants après le Big Bang, ont grandi sous l'effet de la gravité en amas de plus en plus denses. Ces amas, appelés halos, ont attiré le gaz ordinaire. Le gaz est tombé dans les puits gravitationnels créés par la matière noire, s'est comprimé, refroidi, et a finalement donné naissance aux étoiles. Les premières galaxies se sont formées à l'intérieur de halos de matière noire. Le halo était la fondation. La galaxie était le bâtiment construit dessus. Et le télescope James Webb est en train de briser cette image. Les galaxies qu'il trouve dans l'univers primitif sont trop massives pour les halos qui auraient dû être disponibles à cette époque. Les halos grandissent par un processus qui prend du temps. Les particules de matière noire interagissent gravitationnellement, mais lentement aux échelles cosmiques. Les petits halos doivent d'habilement se former d'abord, puis fusionner encore, se construisant jusqu'à des tailles capables d'héberger de grandes galaxies. La chronologie est fixée par la physique de l'effondrement gravitationnel. Elle ne peut pas être accélérée. Mais le télescope trouve des galaxies qui semblent avoir été construites sur des fondations qui n'auraient pas dû être prêtes. Imaginez arriver sur un chantier de construction où le bâtiment est déjà debout, mais la fondation a été coulée hier. Le béton n'a pas eu le temps de prendre. Les armatures n'ont pas été liées. Le soubassement n'a pas séché. Et pourtant, voilà un immeuble de 50 étages.
Cela présente 3 possibilités inconfortables. La première est que les halos de matière noire se sont formés plus efficacement dans l'univers primitif que nos simulations ne le prédisent. La deuxième est que la matière noire s'est comportée différemment aux températures et densités extrêmes de l'univers primitif. La troisième est la plus radicale. La matière noire pourrait ne pas être ce que nous pensons qu'elle est. Elle pourrait ne pas être une particule. Elle pourrait ne pas être une substance. Elle pourrait être une modification de la gravité elle-même, une altération dans la façon dont la gravité fonctionne à très grandes échelles ou à très faibles accélérations. Cette dernière idée, autrefois considérée comme marginale, a gagné du terrain depuis que le télescope a commencé à livrer ses données. En 1983, un physicien a proposé une idée radicale. Et si la matière noire n'existait pas du tout? Et si, au lieu de cela, la gravité elle-même fonctionnait différemment de ce que Newton et Einstein ont décrit? Spécifiquement, et si aux très faibles accélérations, le genre d'accélération que subissent les étoiles au bord extérieur des galaxies, loin du centre gravitationnel, la gravité était légèrement plus forte que ce que la physique newtonienne prédit? Ce cadre, la dynamique newtonienne modifiée, ou monde, est d'une simplicité trompeuse. En dessous d'un certain seuil d'accélération, la gravité ne diminue pas aussi rapidement que la loi de l'inverse du carré de Newton le prédit. Cette seule modification, avec un seul nouveau paramètre, reproduit les courbes de rotation plate des galaxies sans invoquer aucune matière noire. Pendant des décennies, monde était une idée marginale. Mais plusieurs observations du télescope James Webb ont donné aux partisans de monde de nouvelles munitions. De petites galaxies isolées dans l'univers primitif, des galaxies qui ne devraient pas avoir de halo significatif de matière noire, montrent plus de structures rotationnelles que lambda CDM ne le prédit. Leurs dynamiques internes ressemblent davantage à ce que MOND produirait. Des modèles hybrides sont désormais explorés et la conversation a changé. La question n'est plus de savoir si lambda CDM survivra intact, mais combien de lui survivra et ce qui remplacera les parties qui ne survivront pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus ancien que les galaxies, plus ancien que les étoiles, plus ancien que les halos de matière noire eux-mêmes. Une lueur ténue qui voyage depuis 13,8 milliards d'années. Le fond diffus cosmologique, et caché dans ces motifs de température, se trouvent des anomalies qui murmurent depuis des années, des anomalies que le télescope James Webb rend de plus en plus difficiles à ignorer. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est devenu transparent. Pour la première fois depuis le commencement, la lumière pouvait voyager librement à travers l'espace. Avant ce moment, le cosmos était un plasma bouillonnant. Les électrons et les protons se précipitaient à travers un brouillard d'énergie si dense que les photons ne pouvaient parcourir qu'une courte distance avant d'entrer en collision avec une particule chargée et de rebondir dans une direction aléatoire. L'univers brillait, mais il était opaque. La lumière était piégée. Puis la température est descendue en dessous d'environ 3000 degrés. Les électrons ont ralenti suffisamment pour être capturés par les protons, formant des atomes d'hydrogène neutre. Le brouillard s'est dissipé. Les photons qui avaient rebondi à l'intérieur du plasma étaient soudain libres. Ils se sont élancés dans toutes les directions et ils voyagent depuis lors. Cette lumière est toujours là. Elle emplit l'univers. Elle provient de toutes les directions du ciel. Elle a été étirée par 13,8 milliards d'années d'expansion cosmique. Quand 2 physiciens des laboratoires Bell dans le New Jersey l'ont accidentellement détectée en 1965, en calibrant une antenne radio, ils ne pouvaient pas éliminer un sifflement de fond persistant provenant de toutes les directions. Ils ont nettoyé les fientes de pigeons de l'antenne. Ils ont vérifié chaque câble et chaque connexion. Le sifflement persistait. C'était l'écho de la création elle-même.
Depuis lors, le fond diffus cosmologique a été cartographié avec des instruments de plus en plus précis. Chaque génération d'instruments a révélé l'image avec plus de détails, et ce que l'image montre est époustouflant. Le fond diffus cosmologique est presque parfaitement uniforme. Sa température à travers l'ensemble du ciel est de 2,725 Kelvin, quelques degrés à peine au-dessus du zéro absolu. Mais enchâssés dans cette uniformité se trouvent de minuscules variations, des fluctuations de température d'environ 1 partie pour 100 000, des points chauds et des points froids différents de millionièmes de degrés. Ces fluctuations sont les graines de tout ce qui existe. Les régions légèrement plus denses dans l'univers naissant qui finirait, sur des milliards d'années, par attirer gravitationnellement suffisamment de matière pour devenir des amas de galaxies. Les régions légèrement moins denses qui deviendraient les vastes vides cosmiques, chaque structure dans l'univers observable retrace son origine à ces différences de température microscopiques dans la plus ancienne lumière. Mais le fond diffus cosmologique n'est pas entièrement propre. Cachés dans ces motifs presque parfaits se trouvent des anomalies. La première est le point froid, une région dans la constellation de l'Éridane où la température est significativement plus basse que le ciel environnant. Trop froide, trop grande et trop bien définie pour les prédictions de lambda CDM. La seconde anomalie est plus inquiétante. Elle a été baptisée l'axe du mal, un nom donné moitié en plaisantant par les cosmologistes qui l'ont remarqué en premier. Les plus grandes fluctuations du fond diffus cosmologique ne sont pas orientées aléatoirement comme un univers né d'une explosion uniforme devrait produire. Elles sont alignées le long d'une direction préférentielle dans le ciel. Un univers sans direction privilégiée ne devrait pas faire cela. Le principe d'isotropie, l'hypothèse que l'univers se ressemble dans toutes les directions aux grandes échelles, est l'un des piliers fondamentaux de la cosmologie. L'axe du mal le remet en question. Pendant des années, ces anomalies ont été traitées comme des curiosités, intéressantes mais pas alarmantes. Puis le télescope James Webb a commencé à cartographier les galaxies à des distances sans précédent. Et quand les chercheurs ont superposé les cartes galactiques du télescope aux anomalies du fond diffus cosmologique, quelque chose d'inconfortable a émergé. La distribution des galaxies primitives montrait des corrélations avec les régions anormales. Le motif de regroupement des galaxies à grande distance semblait connecté au motif dans la plus ancienne lumière. Pas parfaitement, pas de manière concluante, mais de manière suggestive. Peut-être que les graines de la formation des galaxies n'étaient pas aussi aléatoires qu'on le pensait. Peut-être que les conditions durant ou avant le moment de la recombinaison étaient plus complexes que ce que le modèle standard prend en compte. Peut-être que des formes d'énergie exotiques ont influencé le plasma primordial. Peut-être que les conditions initiales du Big Bang lui-même n'étaient pas la simple inflation uniforme que lambda CDM suppose. Et quand on prend suffisamment de recul, quand on regarde l'univers aux toutes plus grandes échelles, les anomalies dans la lumière la plus ancienne se connectent à quelque chose de visible, une structure si vaste qu'elle s'étend à travers des milliards d'années-lumière, une structure qui, selon nos meilleurs modèles, ne devrait pas exister. Si vous pouviez sortir de l'univers et le regarder depuis l'extérieur, comme on pourrait regarder une ville depuis un avion, vous verriez quelque chose de stupéfiant. L'univers n'est pas une dispersion aléatoire de galaxies. Il a une architecture, une structure si vaste et si complexe qu'il a fallu des supercalculateurs des décennies pour la simuler et des relevés de millions de galaxies pour la confirmer. Les galaxies ne sont pas uniformément distribuées à travers l'espace. Elles sont disposées le long d'énormes filaments, des fils de matière noire et de gaz s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Là où les filaments se croisent, des amas de galaxies se forment, des nœuds denses de milliers de galaxies liées par la gravité. Entre les filaments s'étendent des vides, d'énormes régions vides où presque rien n'existe.
Certains de ces vides font des centaines de millions d'années-lumière de diamètre. Des espaces si vides qu'un photon pourrait les traverser sans rencontrer presque rien. Ensemble, les filaments, les amas et les vides forment ce que les cosmologistes appellent la toile cosmique. C'est l'une des plus belles structures de la nature. Et c'est l'un des grands triomphes du modèle lambda CDM. Mais même ici, aux plus grandes échelles, le télescope James Webb trouve des divergences. Il a découvert des proto-amas, les précurseurs des amas de galaxies, à des époques bien plus anciennes que ce que les modèles prédisent. Ces proto-amas sont plus avancés dans leur développement qu'ils ne devraient en l'être. Ils contiennent plus de galaxies, plus de structures organisées, plus de liaisons gravitationnelles que les simulations standards ne produisent pour ces époques. Et la toile cosmique a un problème encore plus grand. Le principe cosmologique, l'hypothèse que l'univers est homogène et isotrope aux échelles suffisamment grandes, impose une limite théorique à la taille maximale d'une structure gravitationnellement liée. Basée sur l'âge de l'univers et la vitesse à laquelle la gravité peut rassembler la matière, la plus grande structure cohérente ne devrait pas dépasser environ 1,2 milliard d'années-lumière. Tout ce qui est plus grand nécessiterait plus de temps pour se former que l'univers n'a existé. Et pourtant, les astronomes ont trouvé des structures qui éclipsent cette limite. Des structures de 10 milliards d'années-lumière de diamètre, de 3 milliards d'années-lumière. Chacune dépasse le plafond théorique. Si le principe cosmologique est ne serait-ce que légèrement faux, si l'univers n'est pas parfaitement homogène aux plus grandes échelles, les conséquences cascadent à travers tout. L'âge de l'univers est calculé en supposant l'homogénéité. Le taux d'expansion est mesuré en supposant l'isotropie. Les mesures de l'énergie sombre dépendent de l'hypothèse que l'espace se ressemble dans toutes les directions. Relâchez l'une de ces hypothèses et les chiffres bougent. La liste des choses qui nécessitent des explications conventionnelles s'allonge. Et chaque nouvel élément ajouté à la liste ajoute du poids à la possibilité alternative que quelque chose de fondamental dans le modèle est incomplet. L'échafaudage est peut-être faux. La lumière ancienne a des anomalies. Les structures sont trop grandes. Et maintenant, nous arrivons à la force qui entraîne tout. La force qui compose 68% de tout ce qui existe dans l'univers. La force qui pousse le cosmos à s'écarter à un rythme accéléré. La force que nous avons nommée mais jamais comprise. L'énergie sombre. Et un relevé massif vient de livrer des résultats qui suggèrent que nous nous sommes trompés sur elle aussi. En 1998, 2 équipes d'astronomes ont fait la même découverte indépendamment. Elles mesuraient les distances à un type spécifique d'étoiles explosives, les supernovae de type 1A. Ces explosions sont utiles parce qu'elles atteignent toutes à peu près la même luminosité maximale, ce qui signifie qu'on peut calculer à quelle distance elles se trouvent en mesurant à quel point elles apparaissent faibles. Les équipes s'attendaient à trouver que l'expansion de l'univers ralentissait. La gravité devait tout ramener ensemble. Le taux d'expansion devait décélérer. Au lieu de cela, elles ont trouvé le contraire. L'expansion accélérait. Les supernovas lointaines étaient plus faibles que prévu, ce qui signifiait qu'elles étaient plus éloignées qu'elles n'auraient dû l'être. L'univers ne faisait pas que s'étendre, il s'étendait de plus en plus vite. Quelque chose le poussait à s'écarter. Ce quelque chose a reçu le nom d'énergie sombre. Ce n'était pas une découverte au sens traditionnel. Personne n'a trouvé de particules. Personne n'a détecté de force. Ce que les astronomes ont trouvé était une absence, un écart entre ce que la gravité prédisait et ce que l'univers faisait réellement. L'énergie sombre est le nom que nous avons donné à ce qui remplit cet écart. La description la plus simple de l'énergie sombre est la constante cosmologique. Einstein l'avait introduite en 1917, l'ajoutant à ses équations de la relativité générale pour permettre un univers statique.
Quand Hubble a découvert l'expansion, Einstein a abandonné la constante, la qualifiant prétendument de sa plus grande bévue. Mais quand l'expansion accélérée a été découverte 80 ans plus tard, la constante cosmologique est revenue en force. Dans sa forme moderne, elle représente une densité d'énergie fixe intégrée dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Chaque mètre cube d'espace, peu importe où il se trouve ou ce qu'il contient, possède la même quantité infime d'énergie. À mesure que l'espace s'étend, de l'espace nouveau est créé et la quantité totale d'énergie sombre augmente. Cette pression constante entraîne l'accélération. La constante cosmologique est élégante, simple, et elle a un problème dévastateur. Quand les physiciens théoriciens essaient de calculer l'énergie du vide en utilisant la mécanique quantique, ils obtiennent un nombre qui est catastrophiquement faux. Pas légèrement faux, pas faux d'un facteur 10 ou 100, faux d'un facteur 10 puissance 120. C'est un suivi de 120 zéros. C'est la plus grande divergence entre théorie et observation de l'histoire des sciences. La mécanique quantique prédit que l'espace vide devrait bouillonner de tellement d'énergie que l'univers se serait déchiré dans la première fraction de seconde après le Big Bang. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelque chose annule presque toute cette énergie, mais pas tout à fait. Un résidu minuscule demeure, et ce résidu, c'est ce que nous appelons énergie sombre. Mais pendant des décennies, l'hypothèse de travail a été que quoi que soit l'énergie sombre, elle est constante. Elle ne change pas avec le temps. Elle n'évolue pas. C'est une caractéristique fixe de l'espace-temps lui-même. Cette hypothèse pourrait maintenant être fausse. En mars 2025, l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre, connu sous l'acronyme DESI, a publié les résultats de sa deuxième analyse majeure de données. DESI est une machine remarquable, capable de capturer les spectres de 5000 objets célestes simultanément grâce à un réseau robotique de câbles à fibres optiques. Au cours de ses 3 premières années d'exploitation, il a cartographié les positions tridimensionnelles de près de 15 millions de galaxies et de quasars, construisant la plus grande carte tridimensionnelle de l'univers jamais réalisée. DESI mesure l'histoire de l'expansion de l'univers en traquant un phénomène appelé oscillation acoustique baryonique. Dans l'univers primitif, des ondes sonores voyageant à travers le plasma primordial ont laissé une empreinte sur la distribution de la matière, un espacement caractéristique, comme les cercles laissés par un caillou jeté dans un étang. Cet espacement sert de règle standard. En mesurant la taille apparente de cette règle à différentes distances, qui correspondent à différentes époques de l'histoire cosmique, les astronomes peuvent suivre comment le taux d'expansion a changé au cours des 11 derniers milliards d'années. Quand l'équipe DESI a combiné ces mesures avec les données du fond diffus cosmologique, les observations de supernovas et les relevés de lentilles gravitationnelles faibles, les résultats étaient frappants. Le modèle lambda CDM standard, dans lequel l'énergie sombre est une constante cosmologique fixe, avait du mal à s'ajuster simultanément à tous les jeux de données. Les données préféraient un modèle dans lequel l'énergie sombre n'est pas constante, un modèle dans lequel l'influence de l'énergie sombre s'affaiblit avec le temps. La signification statistique de cette préférence allait de 2,8 à 4,2 sigma selon les combinaisons de données utilisées. 4,2 sigma signifie que la probabilité que le résultat soit un hasard statistique est d'environ 1 sur 40 000. Ce n'est pas encore le seuil de 5 sigma que la physique exige pour revendiquer une découverte, mais c'est en progression, et cela se renforce avec chaque nouveau lot de données. Nous sommes guidés par le rasoir d'Occam, a déclaré un porte-parole de DESI, et l'explication la plus simple de ce que nous voyons est en train de changer. Il semble de plus en plus que nous devions modifier notre modèle standard de la cosmologie pour que ces différents jeux de données aient du sens ensemble, et l'énergie sombre évolutive semble prometteuse. Si l'énergie sombre n'est pas constante,
Elle a un autre nom, quintessence. Un champ dynamique qui évolue au cours du temps cosmique. Parfois plus fort, parfois plus faible. Son comportement gouverné par une physique que nous n'avons pas encore identifiée. Les modèles de quintessence existent en physique théorique depuis des décennies, mais ils étaient toujours l'option moins favorisée. La constante cosmologique était plus simple. Et en science, le plus simple gagne habituellement, jusqu'à ce que les données vous forcent vers quelque chose de plus compliqué. Les implications d'une énergie sombre évolutive sont profondes. Si l'énergie sombre s'est affaiblie, le passé de l'univers est différent de ce que lambda CDM prédit. Le rythme auquel les structures se sont formées, la chronologie de l'assemblage des galaxies, la relation entre l'univers primitif et le présent, tout cela change. Et l'avenir de l'univers change aussi. Sous une constante cosmologique fixe, l'univers s'étend à jamais, accélérant jusqu'à ce que chaque galaxie, au-delà de notre groupe local, recule au-delà de l'horizon cosmique et que le ciel devienne noir. Sous une énergie sombre évolutive, d'autres destins sont possibles. Si l'énergie sombre continue de s'affaiblir, l'accélération pourrait ralentir. Si elle change de signe, l'univers pourrait commencer à se contracter. La fin du cosmos n'est pas encore écrite. Et cette pression se connecte à une question encore plus profonde. Si l'énergie sombre peut changer, peut-être que d'autres choses que nous supposions fixes ne le sont pas non plus. Peut-être que les constantes mêmes de la physique, les nombres qui gouvernent le comportement des atomes, la propagation de la lumière, l'interaction des forces ne sont pas constantes du tout. Tout en physique repose sur un ensemble de nombres, la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la charge de l'électron, la masse du proton. Ces nombres apparaissent dans pratiquement chaque équation qui décrit le fonctionnement de l'univers. Ils gouvernent la façon dont les atomes absorbent et émettent la lumière, comment les forces attirent et repoussent, comment les particules se combinent pour former la matière, comment la matière s'organise en étoiles, en planètes et en êtres vivants. Changer l'un de ces nombres ne serait-ce que d'une fraction infime et l'univers devient méconnaissable. Les atomes ne se forment pas. Les étoiles ne s'allument pas. La chimie ne fonctionne pas. La vie n'existe pas. Ces nombres sont appelés constantes fondamentales. Et l'hypothèse la plus profonde de toute la physique, une hypothèse si fondamentale que la plupart des scientifiques ne pensent même jamais à la remettre en question, est que ces constantes sont les mêmes partout dans l'univers et l'ont été à chaque instant depuis le début des temps. La vitesse de la lumière dans une galaxie à 10 milliards d'années-lumière est la même que la vitesse de la lumière dans votre salon. La charge de l'électron dans la première seconde, après le Big Bang, était la même que la charge de l'électron aujourd'hui. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Parmi les constantes fondamentales, une joue un rôle particulièrement important en cosmologie. On l'appelle la constante de structure fine. C'est un nombre sans dimension, ce qui signifie qu'il n'a pas d'unité. Sa valeur est d'environ 1 divisé par 137. Et elle gouverne l'intensité de la force électromagnétique, la force qui détermine comment les particules chargées interagissent, comment les atomes absorbent et émettent des photons, comment les liaisons chimiques se forment, comment la lumière se comporte. Parce que la constante de structure fine détermine comment les atomes interagissent avec la lumière, elle laisse une empreinte sur chaque spectre jamais mesuré. Quand la lumière d'une galaxie ou d'un quasar lointain traverse des nuages de gaz intermédiaires, les atomes dans ces nuages absorbent des longueurs d'onde spécifiques. Le motif des raies d'absorption est déterminé en partie par la constante de structure fine. Si la constante avait une valeur différente quand cette lumière a été absorbée, il y a des milliards d'années dans une galaxie lointaine, les raies d'absorption se décaleraient légèrement de leur position attendue. Au début des années 2000, une équipe en Australie a analysé des spectres d'absorption de quasars lointains et a trouvé des indices
que la constante de structure fine pourrait avoir été légèrement différente dans le passé. La variation était minuscule, moins d'une partie pour 100 000, mais elle était là et statistiquement significative. Puis quelque chose d'encore plus étrange a émergé. La variation n'était pas uniforme. Elle était directionnelle. La constante de structure fine semblait être légèrement plus grande dans une direction du ciel et légèrement plus petite dans la direction opposée. Un motif dipolaire, comme si l'univers avait un axe préférentiel le long duquel les lois de la physique variaient. Une constante véritablement universelle ne devrait pas varier avec la direction. Si elle le fait, les implications sont vertigineuses. L'univers ne serait pas isotrope au niveau le plus profond. Les lois de la physique dépendraient de l'endroit où vous êtes et de la direction dans laquelle vous regardez. L'hypothèse fondatrice de la cosmologie moderne, que l'univers est le même partout, serait brisée. Le télescope James Webb a la précision spectroscopique pour tester ces indices antérieurs avec une sensibilité sans précédent. Son spectrographe infrarouge proche peut mesurer les raies d'absorption dans les quasars lointains avec une exactitude bien supérieure à tout instrument précédent. Si une variation de la constante de structure fine est détectée au niveau précédemment suggéré, ce serait l'une des mesures les plus conséquentes de l'histoire de la physique. Considérez maintenant ce que cela signifierait si ces constantes étaient différentes dans l'univers primitif. Chaque prédiction que nous avons faite sur les premières galaxies, les premières étoiles, le fond diffus cosmologique et l'évolution de la structure cosmique suppose que les lois de la physique étaient les mêmes alors qu'aujourd'hui. Les réactions chimiques qui gouvernent la formation stellaire, les processus nucléaires qui ont construit les éléments lourds à l'intérieur des cœurs stellaires, la physique atomique qui a déterminé comment le plasma primordial s'est refroidi et a libéré le fond diffus cosmologique, tout cela dépendait du fait que les constantes fondamentales avaient leur valeur actuelle. Si la constante de structure fine était ne serait-ce que légèrement différente dans l'univers primitif, les atomes auraient absorbé et émis la lumière à des fréquences différentes. Les taux de refroidissement des nuages de gaz auraient été différents. L'opacité de l'univers primitif aurait été différente. Le moment de la recombinaison, l'instant où le fond diffus cosmologique a été libéré, aurait changé. Toute l'histoire thermique du cosmos serait altérée. Cela pourrait expliquer pourquoi les premières galaxies ont l'air fausses. Nos modèles supposent des constantes fixes. Si les constantes étaient différentes, nos prédictions pour l'univers primitif seraient systématiquement décalées. Les implications s'étendent au-delà de la cosmologie. Si les lois de la physique ne sont pas constantes, elles ne sont pas des lois au sens traditionnel. Ce sont des paramètres, des valeurs qui ont leurs réglages actuels par circonstance, mais qui auraient pu en principe être différentes et l'ont peut-être été dans le passé. Cette idée se connecte à certaines des questions les plus profondes de la physique théorique. La théorie des cordes prédit un vaste paysage d'univers possibles, chacun avec des valeurs différentes pour les constantes fondamentales. L'hypothèse du multivers suggère que notre univers est l'un d'un nombre énorme, peut-être infini, d'univers chacun avec son propre ensemble de lois physiques. Que les constantes varient ou non, un fait demeure incontournable. 95% de l'univers est quelque chose que nous ne pouvons pas voir, ne pouvons pas détecter directement et ne pouvons pas expliquer. Faisons l'inventaire. Comptons tout ce qui se trouve dans l'univers et voyons ce que nous savons réellement. La matière ordinaire, les protons, neutrons et électrons qui composent tout ce que vous avez jamais vu, touché, goûté ou mesuré. Chaque étoile, chaque planète, chaque nuage de gaz, chaque grain de poussière, chaque molécule dans votre corps, chaque atome dans chaque objet sur Terre. La contribution totale de la matière ordinaire au budget énergétique de l'univers est d'environ 5%. 5%. C'est tout ce que nous comprenons, tout ce que la physique peut décrire en détail, tout ce que la chimie peut analyser, tout ce que la biologie peut étudier, 5%.
La matière noire contribue environ 27%. Nous savons qu'elle existe grâce à ses effets gravitationnels. Nous pouvons cartographier sa distribution. Nous savons qu'elle n'est pas de la matière ordinaire. Au-delà de cela, nous sommes largement dans le noir. L'énergie sombre contribue environ 68%. Nous en savons encore moins sur elle que sur la matière noire. Additionnez le tout. 95% de tout ce qui existe dans l'univers était quelque chose que nous ne pouvons pas voir et ne pouvons pas expliquer. Nous avons des noms pour ces choses. Nous avons des équations qui décrivent leur comportement. Mais nous ne savons pas ce qu'elles sont. Nous sommes comme quelqu'un qui peut décrire le vent en détails mathématiques parfaits, prédire sa vitesse et sa direction avec une précision extraordinaire, mais qui n'a jamais vu l'air et n'a aucune idée de quoi il est fait. Et voici le problème composé. Notre compréhension des 5%, la matière ordinaire, dépend fortement de notre compréhension des 95%. La façon dont les galaxies se forment dépend de la matière noire. Le rythme auquel l'univers s'étend dépend de l'énergie sombre. Les prédictions de lambda, C, D, M pour l'apparence des galaxies, à n'importe quelle époque donnée, dépendent du fait que nous ayons correctement compris les parties matière noire et énergie sombre. Si nos descriptions mathématiques sont ne serait-ce que légèrement erronées, les erreurs se propagent dans nos prédictions pour l'univers visible. Pensez-y comme un bâtiment à 3 étages. Le rez-de-chaussée est l'énergie sombre. Le 2e étage est la matière noire. Le 3e étage est la matière ordinaire. Si le rez-de-chaussée bouge, ne serait-ce que légèrement, le 2e étage bouge. Et si le 2e étage bouge, le 3e bouge aussi. De petites erreurs en bas se composent en erreurs plus grandes en haut. C'est la crise de la précision cosmologique. À mesure que nos instruments deviennent plus précis, ils ne révèlent pas seulement l'univers plus clairement, mais les limites de notre compréhension de manière plus aiguë. Et il y a une dernière pièce du puzzle qui approfondit le mystère. Les premières étoiles, les étoiles de population 3, la première génération théorique d'étoiles qui se sont allumées dans les âges sombres cosmiques, des centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces étoiles n'ont jamais été directement observées. On prédit qu'elles étaient énormes, des centaines de fois plus massives que les étoiles d'aujourd'hui. Faites entièrement d'hydrogène et d'hélium, sans aucun élément lourd, car les éléments lourds n'existaient pas encore. Elles ont brûlé chaud, brûlé vite, et quand elles sont mortes, elles ont dispersé les premiers éléments lourds dans le gaz environnant, ensemençant la génération suivante d'étoiles avec les matières premières pour les planètes, la chimie et, finalement, la vie. Le télescope James Webb n'a pas trouvé directement des étoiles de population 3, mais il a trouvé quelque chose d'inattendu dans les galaxies les plus anciennes, des niveaux d'éléments lourds plus élevés qu'ils ne devraient l'être. Un enrichissement chimique qui s'est produit plus rapidement que ce que les modèles prédisent. La galaxie la plus lointaine, à seulement 280 millions d'années après le Big Bang, montre de l'azote en quantité qui ne devrait pas être possible si peu de temps après le commencement. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps. Une explication est que les étoiles de population 3 étaient encore plus massives et plus nombreuses qu'estimées. Des étoiles supermassives, brûlant leur combustible à un rythme prodigieux et mourant jeunes, dispersant leurs éléments transformés dans le cosmos presque immédiatement. Cela se connecte directement au petit point rouge. Si certaines de ces étoiles massives se sont effondrées non pas en vestiges stellaires ordinaires, mais directement en trous noirs, elles produiraient à la fois les éléments lourds précoces et les trous noirs supermassifs précoces que le télescope observe. Chaque anomalie prise isolément pourrait être un problème de calibration, une erreur de mesure, une simulation incomplète. Mais prises ensemble, elles forment un motif. Un motif qui pointe vers la possibilité que l'univers primitif fonctionnait selon des règles pas identiques à celles qui régissent l'univers aujourd'hui. Et les personnes dont la carrière dépend du modèle actuel font maintenant face à la question la plus inconfortable de leur vie professionnelle.
car la science est pratiquée par des êtres humains, et les êtres humains ne sont pas des machines à calculer, d'espationner. Ils ont des carrières, ils ont des réputations, ils ont des étudiants, des collaborateurs et des agences de financement. Ils ont passé des décennies à maîtriser les subtilités d'un cadre théorique particulier. Ils ont construit leurs identités professionnelles autour de l'hypothèse que ce cadre est correct. Et quand les données commencent à suggérer qu'il pourrait être fondamentalement incomplet, la réponse n'est pas purement intellectuelle. Elle est émotionnelle. Elle est personnelle. Elle est profondément, inévitablement humaine. Un cosmologiste chevronné, réfléchissant à la cascade d'anomalies émergeant du télescope, a décrit l'expérience non pas comme de l'excitation, mais comme du vertige, comme le fait de se tenir sur un sol en lequel on avait totalement confiance et de le sentir bouger sous ses pieds. Le modèle lambda CDM n'est pas qu'un outil professionnel pour ces chercheurs. C'est la structure à travers laquelle beaucoup d'entre eux ont compris la réalité pendant 30 ou 40 ans. C'est la lentille à travers laquelle ils voient le cosmos. Et la lentille se fissure. La tension est visible lors des conférences. Les présentations de nouveaux résultats sont suivies de questions pointues depuis l'audience. Les sections de commentaires dans les articles de revue portent une acuité qui était absente il y a une décennie. Des chercheurs chevronnés qui autrefois rejetaient les idées alternatives sont maintenant assis au premier rang lors de présentations sur la gravité modifiée et l'énergie sombre évolutive, écoutant attentivement, prenant des notes. Des scientifiques plus jeunes découvrent que les propositions explorant des idées hétérodoxes, des propositions qui auraient été des risques de carrière il y a 5 ans, sont maintenant financées. C'est à cela que ressemble une véritable crise scientifique vue de l'intérieur. Pas un effondrement dramatique, pas une révolution soudaine, mais un inconfort lent et grinçant à mesure que les preuves s'accumulent et que les explications conventionnelles s'étirent de plus en plus. La plupart des scientifiques sont prudents par nature. Ils savent que les anomalies se dissolvent souvent quand de meilleures données arrivent. Ils ont vu des indices prometteurs s'évaporer avant. Ils sont formés pour être sceptiques, pour exiger des preuves écrasantes avant d'abandonner un modèle réussi. Et lambda CDM a été extraordinairement réussi. S'en éloigner nécessite plus que quelques observations déroutantes. Cela nécessite un poids de preuves si lourd que l'ancien cadre ne peut tout simplement plus le supporter. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes plus proches que nous ne l'avons été depuis l'établissement du modèle. Et la pression vient de multiples directions simultanément. C'est ce qui rend ce moment différent des défis précédents à lambda CDM. Dans le passé, les anomalies individuelles pouvaient être traitées individuellement. Mais le télescope a produit une constellation d'anomalies qui couvre différentes observations, différentes techniques, différents décalages vers le rouge et différentes échelles physiques. Les traiter une par une devient de plus en plus difficile quand elles semblent toutes pointer dans la même direction. Quand un modèle scientifique commence à se fissurer, les théoriciens ne restent pas les bras croisés. Ils commencent à construire des alternatives. Et en ce moment, dans les départements de physique et d'astronomie à travers le monde, au moins 4 cadres théoriques sérieux sont développés pour expliquer ce que le télescope nous montre. Aucun n'a été confirmé. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Et la compétition entre eux est l'un des épisodes intellectuellement les plus stimulants de l'histoire de la cosmologie. Le premier cadre est le plus conservateur. Il propose des conditions initiales non standards. L'idée est simple. La période inflationnaire, cette fraction de seconde après le Big Bang, où l'univers s'est étendu plus vite que la lumière, n'a peut-être pas produit des fluctuations de densité parfaitement aléatoires. Les graines de formation des galaxies ont peut-être été distribuées de manière qui permettait une croissance plus rapide dans certaines régions. Cette approche garde la majeure partie de lambda CDM intacte. Seules les conditions de départ changent. C'est l'option la moins dramatique,
mais elle nécessite une explication pour ces conditions initiales déviantes. Le deuxième cadre introduit de la physique nouvelle dans le secteur sombre. Deux idées tombent sous ce parapluie. La première est l'énergie sombre précoce, qui propose qu'une forme distincte d'énergie sombre a existé brièvement dans l'univers naissant. La seconde est la matière noire interagissante, où les particules de matière noire ont des interactions supplémentaires au-delà de la gravité seule, changeant la structure interne des halos et potentiellement le rythme de croissance des galaxies. Le troisième cadre est le plus dramatique parmi les options motivées par l'observation, l'énergie sombre évolutive. Les résultats de DESI, suggérant que l'énergie sombre pourrait s'affaiblir avec le temps, ouvrent la porte au modèle de quintessence. Si cela se confirme, ce serait un changement de paradigme. Toute l'histoire de l'univers devrait être recalculée. L'avenir de l'univers changerait aussi. Au lieu de l'accélération inexorable vers un vide glacial, d'autres fins deviennent possibles. Le quatrième cadre est le plus spéculatif, les théories sur ce qui existait avant le Big Bang. Pendant des décennies, la question elle-même était considérée comme dénuée de sens. Le Big Bang était le commencement. Il n'y avait pas d'avant. Mais plusieurs propositions théoriques sérieuses remettent maintenant en cause cette hypothèse. La cosmologie cyclique conforme propose que l'univers subit une série infinie de cycles, chacun commençant par un Big Bang et se terminant par un état étendu et refroidi qui ressemble mathématiquement aux conditions du Big Bang suivant. La gravité quantique à boucle suggère que le Big Bang était en fait un grand rebond. L'univers s'est contracté depuis une phase précédente, a atteint une taille minimale gouvernée par des effets quantiques, puis s'est à nouveau étendu. Dans cette image, il n'y a pas de singularité, pas de moment de densité infinie. L'univers existe depuis bien plus longtemps que 13,8 milliards d'années, oscillant entre expansion et contraction. Ces idées ne sont pas marginales. Elles sont publiées dans des revues à comité de lecture par des chercheurs d'institutions de premier plan. Elles sont prises au sérieux d'une manière qu'elles ne l'étaient peut-être pas il y a une décennie, précisément parce que le télescope continue de trouver des preuves que l'image standard est incomplète. Quand le modèle conventionnel fonctionne parfaitement, les alternatives exotiques attirent peu d'attention. Quand le modèle conventionnel est sous pression, les scientifiques deviennent plus disposés à écouter des idées qui semblaient autrefois trop radicales. Quand il y a un seul problème, on peut l'écarter comme une erreur, a observé un astrophysicien. Quand il y en a un deuxième, on commence à se dire que peut-être quelque chose d'étrange se passe. Quelque chose d'étrange se passe. Tandis que les physiciens débattent de la structure à grande échelle de la réalité, le télescope James Webb a tourné ses instruments vers quelque chose de beaucoup plus proche. Les environnements où les planètes se forment. Et ce qu'il y a trouvé change le contexte de tout le reste de cette histoire. Dans la nébuleuse d'Orion, l'une des pouponnières stellaires les plus intensément étudiées du ciel, le télescope a découvert quelque chose d'inattendu. Des planètes vagabondes. Des objets de taille planétaire dérivant à travers l'espace sans étoiles parentes. Pas une ou deux, des dizaines de candidats. Certains semblaient de voyager en paires, des systèmes planétaires binaires liés gravitationnellement l'un à l'autre, mais n'orbitant autour de rien. Ces objets n'avaient pas été prédits. Leur existence suggère que la formation de planètes est un processus bien plus abondant et varié que quiconque ne le supposait. Les planètes ne se forment pas uniquement dans les disques ordonnés autour de jeunes étoiles. Elles se forment partout. Elles se forment en excès. Elles sont éjectées. Elles vagabondent. L'univers fabrique des planètes avec une prodigalité qui confine à l'extravagance. Puis, le télescope s'est tourné vers une exoplanète et a réalisé un jalon. La première détection claire de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une planète en dehors de notre système solaire. La mesure était précise. Le signal était sans ambiguïté.
Et cela démontrait quelque chose de crucial. Le télescope peut identifier des molécules spécifiques dans les atmosphères de mondes orbitant autour d'autres étoiles, des mondes à des billions de kilomètres de distance, en analysant la lumière stellaire qui filtre à travers leurs minces enveloppes gazeuses. Quand une planète passe devant son étoile hôte, une fraction infime de la lumière stellaire traverse l'atmosphère de la planète en route vers nous. Différentes molécules absorbent différentes longueurs d'onde. En mesurant quelles longueurs d'onde sont absorbées et lesquelles passent, les astronomes peuvent déterminer de quoi l'atmosphère est composée. Dioxyde de carbone, méthane, vapeur d'eau, ammoniac, et potentiellement des molécules qui n'ont aucune raison d'être là, sauf si quelque chose les produit. Des molécules qui, sur Terre, sont produites exclusivement par des organismes vivants. Ce qui nous amène à une planète appelée K, 2-18b. Ce monde orbite autour d'une naine rouge à 124 années-lumière de la Terre. Il se situe dans la zone habitable, la région autour d'une étoile où les températures pourraient permettre à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète. Il fait environ 8 fois et demi la masse de la Terre. Il pourrait être un monde icéen, une planète avec une atmosphère riche en hydrogène recouvrant un océan global. C'est l'un des candidats lobés les plus prometteurs pour abriter des conditions compatibles avec la vie. En avril 2025, une équipe de l'université de Cambridge a rapporté une détection qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique. En utilisant l'instrument infrarouge moyen du télescope, ils ont trouvé des indices de sulfure, de diméthyle, dans l'atmosphère de K 218b. Le sulfure de diméthyle est une molécule qui, sur Terre, est produite exclusivement par des micro-organismes marins, principalement le phytoplancton. Il n'a pas de source abiotique significative connue. Si le sulfure de diméthyle existe dans l'atmosphère d'un autre monde, l'explication la plus directe est biologique. La détection était à 3 sigma de signification statistique. Les concentrations étaient énormes, des milliers de fois plus élevées que sur Terre. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans la recherche de vie au-delà de la Terre, a déclaré le responsable de l'étude. Mais la science exige la rigueur, et en juillet 2025, une réanalyse par la NASA des mêmes données a atteint une conclusion différente. L'équipe a argumenté que le signal attribué au sulfure de diméthyle pourrait être expliqué par du bruit rouge, des fluctuations statistiques aléatoires dans les données qui imitent un signal réel. Le débat était féroce et en cours. D'autres groupes mènent des analyses indépendantes. Des observations supplémentaires ont été proposées, et c'est le point essentiel. La controverse elle-même est le jalon. Nous sommes maintenant à un stade de l'histoire des sciences où nous pouvons détecter des biosignatures potentielles dans les atmosphères de planètes orbitant autour d'autres étoiles et débattre de leur réalité. Il y a 10 ans, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, cela se produit. Les instruments existent, les données existent, le débat porte sur des interprétations concurrentes d'observations réelles, pas de scénarios hypothétiques. Maintenant, prenez du recul. Considérez l'image complète que le télescope James Webb a peinte. L'univers construit des structures plus vite et plus efficacement que quiconque ne l'avait prédit. Les galaxies se forment plus tôt. Les étoiles s'allument plus tôt. Les trous noirs croissent plus rapidement. Les éléments lourds apparaissent en quantité qui suggèrent que l'évolution stellaire opère à des vitesses que nos modèles n'anticipaient pas. Si l'univers est plus efficient à construire de la complexité que nous ne le pensions, cette efficience s'étend à la formation des planètes aussi. Plus de galaxies formées plus tôt signifie plus de générations d'étoiles. Plus de générations d'étoiles signifie plus d'éléments lourds. Plus d'éléments lourds signifie plus de planètes rocheuses. Plus de planètes rocheuses signifie plus de foyers potentiels pour la vie. Et plus tôt dans l'histoire cosmique. Soit la vie est commune, une conséquence naturelle d'un univers qui construit de la complexité avec l'efficacité prodigue que le télescope a révélée,
un processus courant depuis des milliards d'années à travers des milliards de galaxies dans des milliards d'emplacements potentiels. Soit la vie est rare, un accident improbable qui s'est produit sur un petit point, bleu pâle orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie sans particularité. Et nous sommes seuls dans un cosmos si vaste que la distance entre nous et la chose vivante la plus proche est plus grande que l'espace entre les étoiles. L'une ou l'autre possibilité est extraordinaire. L'une ou l'autre devrait vous empêcher de dormir. Et dans les deux cas, nous ne connaîtrons la réponse qu'en continuant à regarder. Le télescope ne résoudra pas la question de savoir si nous sommes seuls. Mais il a fait passer la question de la philosophie à la mesure. Et les instruments en cours de construction maintenant, conçus spécifiquement en réponse à ce que le télescope a trouvé, pousseront encore plus profondément dans les deux questions, celle de la structure cosmique et celle de la vie. Le télescope, extrêmement grand, est en construction dans le désert d'Atacama au Chili. Quand il sera achevé, à la fin des années 2020, son miroir primaire s'étendra sur près de 40 mètres, faisant de lui le plus grand télescope optique jamais construit. Il sera capable d'imager directement les atmosphères d'exoplanètes rocheuses, d'analyser leur composition chimique dans un détail que le télescope James Webb ne peut atteindre. S'il y a des biosignatures dans les atmosphères de mondes terrestres proches, cet instrument sera parmi les premiers capables de les détecter. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, le prochain grand observatoire spatial de la NASA, a achevé sa construction en novembre 2025 et est en voie de lancement à l'automne 2026. Son champ de vision sera 200 fois plus grand que celui du télescope Hubble, lui permettant de surveiller des milliards de galaxies à travers de vastes portions du ciel. Dans ses 5 premières années d'exploitation, il devrait découvrir plus de 100 000 exoplanètes, cartographier des centaines de millions d'étoiles et observer des milliards de galaxies. Le volume même de données transformera notre compréhension de la structure cosmique, de l'énergie sombre et des systèmes planétaires de manière que nous ne pouvons pas encore pleinement anticiper. Le projet CMBS-4, un réseau de télescopes au sol déployé au pôle sud et dans le désert d'Atacama, cartographiera le fond diffus cosmologique avec 10 fois la précision du satellite Planck. Si les anomalies dans la lumière la plus ancienne sont réelles, CMBS-4 les confirmera au-delà de tout doute. Si elles sont des hasards statistiques, il les mettra au repos. Ensemble, ces instruments livreront plus de données sur la structure fondamentale de l'univers dans les 15 prochaines années que le siècle précédent dans son ensemble. Les questions que le télescope James Webb a soulevées recevront des réponses. Pas toutes d'un coup, pas proprement. La science ne fonctionne pas ainsi. Mais les réponses arrivent. Et voici la chose qui compte le plus. La chose que chaque découverte du télescope James Webb a renforcée. L'univers n'a jamais, pas une seule fois dans toute l'histoire de l'investigation humaine, été plus petit que ce que nous pensions. Il n'a jamais été plus simple. Il n'a jamais été moins intéressant. Il n'a jamais confirmé que nous avions enfin atteint la fin des questions. Chaque fois que nous avons construit un meilleur instrument, chaque fois que nous avons regardé plus attentivement, chaque fois que nous avons mesuré plus précisément, l'univers s'est étendu. Pas seulement en taille physique, mais en complexité, en étrangeté, dans la profondeur de ses mystères. Galilée a pointé un télescope vers Jupiter et a trouvé des lunes. Hubble a mesuré des galaxies lointaines et a trouvé l'expansion. Penzias et Wilson ont détecté le fond diffus cosmologique et ont trouvé l'écho de la création. Le télescope James Webb a regardé plus profondément que tout instrument avant lui et a trouvé un univers qui refuse de correspondre à sa propre description. Ce refus n'est pas un échec. C'est une invitation. Une invitation à regarder encore, à mesurer encore, à penser encore, à s'asseoir dans le calme, dans l'obscurité, et à poser les questions qui n'ont pas de réponse confortable. En ce moment même, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, en un point de l'espace appelé
le deuxième point de Lagrange, là où les attractions gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'équilibrent parfaitement, le télescope James Webb est toujours là-bas. Son miroir doré, ses 18 segments hexagonaux de beryllium recouverts d'une couche d'or plus fine qu'un cheveu humain, est toujours pointé vers le ciel, collectant toujours des photons, recueillant toujours de la lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années à travers un cosmos en expansion, de la lumière ancienne, de la lumière des premières galaxies, de la lumière des premières étoiles, de la lumière d'une ère où l'univers était tout neuf et où tout commençait à peine. Et dans cette lumière, l'univers parle encore. Il dit quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement compris. Quelque chose sur ses origines, quelque chose sur sa structure, quelque chose sur les lois qui le gouvernent et les forces qui le façonnent. Et sur la complexité étrange, magnifique et terrifiante d'un cosmos qui construit des trous noirs à l'intérieur d'étoiles, forme des galaxies avant que les règles ne disent qu'il le peut, accélère sa propre expansion pour des raisons que personne ne peut expliquer, et peut-être, juste peut-être, disperse la vie à sa surface comme des graines sur un sol fertile. Nous écoutons, nous observons, nous questionnons, et l'univers, comme il l'a toujours fait, répond avec plus que ce que nous attendions, plus que ce que nous avions prédit, plus que ce que n'importe quel modèle que nous ayons jamais construit ne pouvait contenir. L'univers n'a jamais été plus petit que ce que nous pensions, et il ne le sera jamais.